Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, mon nom est Guy Lenguier et bienvenue à cette table ronde qui sera, je suis certaine, fort divertissante et qui a pour titre « Écrire la différence ». Beauté, défi d'écrire sur celle-ci. Pourquoi j'anime cette table ronde? La différence, je la connais, je vis avec elle, je suis maman de 2 grands garçons autistes, des jeunes adultes, je devrais dire, là, ils ne seraient pas contents d'entendre jeunes garçons. Bientôt 19 ans et bientôt 21 ans, Léo et Clovis, mes garçons. Donc, j'étais très heureuse d'animer cette table ronde-là sur l'importance de la présence de la différence dans la littérature, qu'elle soit jeunesse, adulte, roman, fiction, etc. Je ne suis pas seule, je suis vraiment très, très bien entourée. Je vous les présente tout de suite. Ce sont mes invités, c'est eux que je mettrai en lumière aujourd'hui. Alors, ici à ma droite, j'ai Vig Vincent Gagnon, qui est auteur et illustrateur du livre magnifique qui s'intitule « Ma maison tête ». Bonjour Vincent. Allô. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous entendez bien Vincent? Ou c'est moi qui parle fort? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Bon. Bienvenue, Vincent. On parlera de ton livre, évidemment. Un magnifique livre jeunesse. Oui, jeunesse, oui. 6 ans? Officiellement 6-9 ans, mais plus 6-99 ans dans la vraie vie. C'est vrai que ça sensibilise tout le monde. Oui. Un livre sur la différence, si c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde. C'est ce que je réponds moi aussi. Ouais. À ma gauche, maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter, c'est Mélissa Perron, qui est autrice du roman « Belle comme le fleuve ». Bonjour, Mélissa. Allô. Puis on va parler de ce que vous êtes et de ce que vous écrivez après. Et juste à côté de Mélissa, Simon Boulris, auteur de livres, mais entre autres, aujourd'hui, on parle de Papier Bulle. Bonjour, Simon. Bonjour, Guylaine. Merci beaucoup d'être là. Alors, puisqu'on va parler de la différence et que je suis quelqu'un de festif, j'ai un petit quiz pour commencer ça. Alors, c'est le quiz de quelle différence s'agit-il? Puis là, vous faites tous ça comme ça. Ben oui, il faut faire participer le public en délire. Le suspense va être insoutenable. Exactement. Je pensais que c'était mon buzzer, mais... le buzzer, c'est nos cuisses. Okay. Alors, de quelle différence s'agit-il? Et ça va vous donner une piste sur les thèmes qui sont abordés dans les ouvrages dont on parle aujourd'hui. Alors, 1. On dit de moi que j'ai de la difficulté à me concentrer, que je suis distrait. C'est lui. Qui suis-je? Maison tête. De quelle différence? Mais de quelle différence est-ce qu'on parle? Ah. OK. J'ai des... De quoi? Alors, du trouble du déficit de l'attention. C'est ça, Vincent? Exactement. Voilà, 1 point pour vous! 2, bravo, on s'applaudit. Alors, toujours au quiz, de quelle différence s'agit-il? Okay. On dit de moi que je comprends et que je communique différemment et que mes habiletés sociales sont restreintes. De quelle différence est-ce qu'on parle? C'est Mélissa. C'est Mélissa. Et quelle est la condition neurodéveloppementale dont on parle? C'est l'autisme. Voilà, 1 point pour vous. Bravo, on s'applaudit. 3e question du quiz. De quelle différence s'agit-il? On dit de moi que je suis une condition qui a du mal avec la coagulation sanguine. De quoi est-ce qu'on parle? Simon Boulris. On parle de Simon, mais Il coagule très mal. Simon coagule très mal et on parle de quelle condition à ce moment-là? De l'hémophilie. Bravo! 1 point pour vous. 3 sur 3 pour vous. Alors, je résume tout ça. Dans ton livre, Vincent, on commence par toi. On parle du déficit, du trouble du déficit de l'attention. Dans le magnifique livre qui est écrit et illustré par toi, le petit Vincent, je présume que c'est toi. Oui, c'est en grande partie moi. Je voulais faire un livre pour vraiment vulgariser ce qu'est le trouble de l'attention. Puis, je voulais partir de moi-même parce que, enfant, tout ce qu'on connaît, c'est notre propre vie. Donc, je me suis vraiment replongé dans mon enfance pour expliquer le déficit de l'attention, mais à hauteur d'enfant, à hauteur d'émotions brutes d'enfant, puis de perception d'enfant. Je voulais pas avoir l'air d'un adulte qui parlait à travers la bouche d'un enfant.
c'est un peu dégueulasse. Mais c'est ça. Donc, c'était ça ma mission. C'était vraiment de me mettre à hauteur du petit garçon que j'ai déjà été. Et ça, est-ce que c'est une idée que tu as depuis très longtemps, Vincent, ou c'est récent de vouloir faire cet ouvrage-là? Moi, j'ai découvert que j'avais cette condition-là quand j'étais adulte déjà, en investiguant pour un de mes propres enfants. Et ma vie avait été décalée puis étrange toute mon enfance, mais pour moi, c'était comme ça. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais 34 ans, puis tout est tombé en place. Ça m'a expliqué plein de choses. J'ai comme compris qui j'étais, comment je fonctionnais et tout. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose pour partager ça, pour aider les autres. Mais ça m'a pris plusieurs années à réfléchir comment je voulais le faire, avec qui je voulais le faire aussi. Puis je voulais le faire vraiment d'une façon, comme je disais tantôt, très, très limpide, puis très facile à absorber, que les gens comprennent, parce que je voulais que les petits-enfants qui sont atteints de ça se reconnaissent puis se sentent moins seuls. Mais je voulais aussi que les gens qui les entourent, ceux qui les aiment, qui les aident, qui travaillent avec eux, qui les trouvent gossants par moments, évidemment, comprennent aussi avec qui ils sont. Puis juste rentrer dans le livre 20 minutes puis dire « OK, c'est ça que mon fils, mon neveu, mon arrière-petit-fils, mon élève a, puis je le comprends mieux maintenant. » Est-ce que tu trouves, Vincent, que le trouble du déficit de l'attention, c'est quelque chose qui est mal compris puis banalisé à la limite? Ça, c'est un gros dossier pour moi parce que je trouve que, oui, c'est un peu une raison pour laquelle j'ai fait le livre aussi, c'est que je trouve que souvent, médiatiquement, le TDAH, c'est un peu rendu comme quelque chose de cute, à la mode, quand on est bien énervé, on fait plein d'affaires, on dit « Ah, oh, TDAH » ou les gens se proclament TDAH eux-mêmes. Tu sais, « J'ai perdu mon chapeau, je suis TDAH ». C'est un peu réducteur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis moi, je l'ai vécu avec beaucoup plus de souffrance, en réalité, dans mon développement, que de moments rigolos où je perdais mes clés, tu sais. Donc, c'est ça que je voulais comme rétablir un peu, ouais, c'est vrai. Et c'est un livre qui est vraiment magnifiquement illustré. Merci beaucoup. Il est vraiment très clair. On entre dans la tête du petit Vincent. Il y a des compartiments. Vincent nous parle de ces compartiments-là. Il y a une chute à mauvais mots. À mots durs. À mots durs. Et ça, ça parle beaucoup. Ouais. La chute à mots durs, le regard des autres, ce que les gens nous disent quand on est différent. Donc, c'est vraiment une belle corrélation texte et image. Puis j'ai adoré le livre. Puis moi, je connais pas beaucoup ça. Puis j'ai appris des choses. Mais c'est ça, je l'ai fait pour des gens comme toi aussi. C'est ça, exactement. C'est ça, parce que souvent, quand on écrit des livres sur la différence, les gens pensent que c'est juste pour les gens que ça concerne. Non. Puis au contraire, c'est parce qu'on a besoin des autres, au fait. Fait que exact. Plus les gens vont comprendre diverses conditions, plus on va être équipé comme société pour tous s'entraider puis tous fonctionner. Et Vincent, est-ce qu'il y a des enfants qui t'ont dit qu'ils s'étaient reconnus dans cette maison-là? Cet automne, j'ai gagné des prix avec ce livre-là, puis je suis extrêmement reconnaissant et tout. Mais dès sa sortie, les vrais prix que j'ai gagnés, là, c'est ces petits messages-là que je recevais, qui me faisaient brailler ma vie, là. Ouais. Tu sais, un petit paragraphe, là, je l'ai lu avec mon fils, il s'est reconnu, il a dit « Maman, c'est moi, là. » Il y a une scène de la fenêtre avec le vrai déficit de l'attention, qui est tous les stimuli extérieurs qui font que tout devient égal, puis tu peux pas fonctionner. Il y a beaucoup de petits-enfants qui sont reconnus à cette page-là. J'ai reçu des commentaires aussi de personnes âgées là, qui disaient « Mais... j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose. J'ai 92 ans, puis je pense que je suis comme toi. C'est beau, c'est vraiment touchant. Ça a vraiment été ça, mon vrai prix à moi. Là. Mais les vrais prix, on les aime aussi. Là. On les aime bien aussi. Ah, parce que ça veut dire qu'il y a une bourse qui vient. Ben oui, la bourse. Oui. Ça veut dire qu'on est lu, puis que le livre fait son chemin aussi. Puis, tout à fait. Mais c'était comme si j'avais eu... mission accomplie en recevant ce genre de message. Exactement, parce qu'on sait que ça touche, puis que la cible est atteinte. Mélissa, je m'en vais vers toi. Alors, ton roman, c'est un deuxième roman, si je corrige-moi. Belle comme le fleuve. Et le personnage principal de ton livre s'appelle Fabienne. Et c'est une femme autiste. On dit autiste
à haut niveau de fonctionnement. Là, c'est la nouvelle appellation. Oui, c'est la nouvelle. Oui. Parce que, OK. Et toi, on n'est pas gêné de dire que toi-même, tu as reçu un diagnostic d'autisme il y a quelques années. Oui, à 38 ans. À 38 ans, donc oui. un diagnostic d'autisme. Oui. Et le personnage de Fabienne. Écoute, est-ce que tu me permets de lire un petit extrait? Bien, certain. OK, il y a quelque chose qui m'a vraiment... Bon, moi, mes fils, évidemment, sont autistes, donc dans le livre, j'ai reconnu beaucoup de choses, et de ta mère aussi, j'ai reconnu des choses. Alors, dans ton écriture, les images sont très fortes et on comprend un peu mieux ce qui se passe dans la tête d'une personne autiste. Et là, Là, ta mère vient de te dire que, voyons, Fabienne, vient de dire à ton personnage, voyons, Fabienne, tu as toujours été normale. Bon, je le mets dans mes mots. Et là, bon, je vais la nommer. Alors, la mère dit, regarde-toi, Fabienne, tu nous parles, tu nous regardes dans les yeux, tu fais des blagues. C'est quoi le problème? T'es pas tannée de toujours te chercher des bébites. Et Fabienne répond, tes jours de semaine sont de quelle couleur, maman? Moi, ils sont blancs, pêche, indigo, turquoise, noir, gris et rouge. Puis dans ma tête, les 4 saisons sont à la queue leu-leu et il y a une légère pente ascendante à partir du mois d'avril. Les lundis jusqu'au dimanche sont dans des wagons et je les regarde de gauche à droite. Tu te souviens pas que dans ma chambre, j'avais 4 horloges parce que je suis en amour avec les chiffres. Tu te souviens pas que j'ai passé une partie de ma vie à mettre les mains sur les oreilles parce que tous les sons étaient trop forts, puis que j'ai juste voulu manger du macaroni avec une tranche de fromage jaune dessus les 10 premières années de ma vie. Wow. Bon, évidemment que j'ai vu mon fils qui mange du macaroni depuis 20 ans. Mais bref, Mélissa, tu as écrit ce personnage-là en toute connaissance de cause. Oui. Et toi, ça a été quoi ton processus? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire sur la condition que tu as? Bien, en fait, c'était pas prévu. Ça, c'est un deuxième. Le premier, c'est Promets-moi un printemps, où est-ce que je parlais de la dépression au féminin. Quand j'ai fini d'écrire ce livre-là, c'était fini pour moi. Fabienne, tu sais, elle avait fait son chemin, puis c'était fini. Et c'est les lecteurs et lectrices qui m'ont dit « Ah, j'aimerais ça aller prendre un café avec Fabienne. Je peux-tu, tu sais, laisse-nous pas comme ça, fais-en un autre. » Sincèrement, c'était pas prévu. Puis là, j'ai eu mon diagnostic, puis je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je peux lui faire vivre? » Et là, c'était évident. Tu sais, moi, j'ai passé une grande partie en dépression. On me traitait pour cette dépression-là, mais en fait, c'est une comorbidité de l'autisme. Donc, là, je me suis dit, bien, Fabienne, écoute, c'est évident, là, il faut qu'elle vive ça. Puis c'est pas une surprise. Le lecteur sait qu'il va acheter Belle comme le fleuve et il sait que c'est un livre sur l'autisme. Je te dirais que j'y ai réfléchi assez longtemps parce que je me disais, est-ce que moi, là, Mélissa Perron, est-ce que je suis assez bonne pour parler de ça? Est-ce que les femmes autistes vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont me dire que je suis imposteur? Est-ce que tu sentais une pression parce que tu devenais un peu représentante? Oui. Oui. Puis je me disais, oui, c'est ça, est-ce que je vais être une imposteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que... Tu sais, moi, je travaille à l'année longue dans mon atelier. J'écris, je peins. Mais pour moi, c'est ma normalité. Donc, c'est avec vous là, que je suis différente. Donc, quand il fallait que je mette en mots mes différences, ça a été très difficile. Des fois, je me disais, bien, Fabienne n'est pas pantoute autiste, là. Elle est comme tout le monde. Tu sais, de faire une loupe sur soi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais moi, je l'ai lu, puis Fabienne est autiste. Bon, je te rassure. Je te rassure, j'ai vu plein d'affaires. Et puis, est-ce que les femmes, parce qu'on sait qu'il y a une sous-représentativité des femmes autistes, là, longtemps l'autisme a été diagnostiqué surtout chez les garçons pour plein de raisons, notamment peut-être parce que les filles avaient une capacité d'adaptation plus grande, donc elles étaient moins diagnostiquées, mais il y a beaucoup de femmes en ce moment de ton âge, de 40, de 50, de 30, de 20, de 60, de 70, qui reçoivent un diagnostic d'autisme. Donc, est-ce que toi, les filles vont te voir pour te dire « Hey, je me reconnais », puis ça fait passer ta peur de peut-être être imposteur? Bien, écoute, j'avais écrit un billet dans la presse 1er août, 10 ans, ça s'appelait « Femme caméléon ». À partir de là, j'ai eu, Guylaine, là, des centaines de merci
merci, je suis en processus d'aller chercher mon diagnostic. Et là, mon livre n'était pas encore sorti. Là, il sortait comme dans une vingtaine de jours. Fait que ça, je me suis dit, d'accord, je pense que t'es sur la bonne voie, là. Ça va bien aller. Et là, tantôt, j'ai signé 30 minutes avant de venir. Et toutes celles qui sont venues me voir me disaient merci. Et il y avait une femme avec son mari. Son mari me remercie. Ben oui. Maintenant, je la comprends. Ouais. C'est grâce à toi. Pour vrai, c'est incroyable. C'est comme tu disais, hein, Vincent, c'est le fait de... Parce qu'il y a du doute là, quand on écrit, là, hein, quand on écrit surtout sur une condition ou une différence, il vient une responsabilité de peut-être bien la nommer ou de bien l'illustrer. Donc, quand les commentaires arrivent à nous, on se dit, ben, c'est mission accomplie. Oui. Mais enfin, je te rassure, Fabienne est bel et bien aussiste. Alors, à côté de toi, Mélissa, Simon Boulris. Simon, c'est pas ton premier livre sur la différence. Non. Toi, tu es vraiment quelqu'un qui aime mettre la différence en lumière. Oui. Dans ce livre-là, qui est vraiment magnifique, et je tiens à le dire, qui est illustré par Ève Patnaud, qui est un livre qui est très artistique. Là, on est dans une recherche artistique au niveau des illustrations qui sont des œuvres, des peintures pratiquement à chaque page. Je pense qu'on peut vraiment accrocher dans un salon, c'est ce que j'ai fait. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'elle fait. Et en fait, c'est drôle parce que c'est en voyant Ève Patnaud, c'est ma cousine. Voyons, et quand je savais pas. Oui, c'est ma cousine. Puis quand j'étais jeune, c'était mon idole. Ève, elle écrivait bien, elle dessinait bien. Elle a 2 ans de plus que moi. Puis j'étais très admiratif de son grand talent. Et il n'y a pas très longtemps, on s'est croisés dans un musée à Chicago, par hasard. Elle était avec sa famille, puis on était à Chicago. Et je l'ai vu sortir dans le musée ces crayons feutres qui s'appellent des feutres à l'alcool. Et c'est de l'encre très puissant qui traverse souvent le papier. Puis là, elle m'a expliqué, elle me montrait le verso, puis elle me disait ça s'appelle du blading. C'est quand l'encre traverse le papier. Puis j'ai trouvé le blading, le saignement, parfois plus beau que le recto. Puis je trouvais le saignement étonnant, énigmatique. D'ailleurs, on peut même montrer le verso du livre complètement. Le 4e de couverture, c'est le recto. Et le verso, c'est le bleeding, donc le saignement du livre. Et c'est comme ça dans tout le livre. Donc, chaque image... Exactement. On a toujours un secret au verso. Regarde, parce qu'il y a beaucoup de fleurs rouges là, dans le livre. Pour symboliser un peu le saignement. Et de l'autre côté, c'est le bleeding. Donc, c'est comme ça tout au long du livre. C'est vraiment magnifique. Et c'est donc ce concept-là qui m'a rappelé l'hémophilie de mon ami au primaire. Donc, j'ai eu envie de... Je disais, pour parler du bleeding, je pourrais tellement aborder la question de l'hémophilie. Puis j'avais envie de parler de ça, parler de la réalité de mon ami depuis quelque temps, mais j'avais pas trouvé le bon filon. Puis moi, souvent, je me dis que les idées s'imposent à nous. Puis là, ça s'est vraiment imposé. J'ai le croisement parfait entre le fond et la forme. Donc, j'ai rappelé mon amie Karine Villot, qui a été ma première amoureuse et la seule dans ma vie quand j'étais en première année. Première année. Et Karine, c'est toujours une belle grande blonde. Et elle était donc, moi, hémophile, je connaissais pas trop ça, c'était mystérieux. Et elle m'avait raconté un peu c'était quoi son quotidien. Et elle voulait faire comme moi du karaté. C'était très populaire quand j'étais jeune, dans les années 90. Et ses parents ne voulaient pas. Parce que, à cause, évidemment, des blessures possibles, comme la coagulation n'est pas très bonne, évidemment, elle me disait, mes parents voulaient m'élever comme dans du papier bulle. Et la protéger. Voilà, la protéger. On comprend bien les parents, mais on comprend aussi la jeune fille qui a envie d'être dans la vie au risque de la blessure. Et donc, comme tous les enfants, on aime ça souvent percer les bulles du papier bulle pour être dans la vie. Et sur la couverture, j'aime beaucoup cette illustration-là parce qu'on voit donc le kimono, on la sent féroce, hein, c'est une fille qui est féroce, et on voit des saignements qui est en fait de la porcelaine. J'aime beaucoup le mélange porcelaine et férocité. Donc, elle est à la fois très vulnérable, mais aussi une battante. Forte et fragile. Forte et fragile, exactement. Puis, ce que je ne savais pas, c'est que l'hémophilie, un peu comme l'autisme, touche essentiellement les garçons. C'est une maladie qui serait un peu genrée, là, qui appartiendrait plus aux garçons. Et c'est donc une différence dans la différence. Des fois, tu as comme un cas particulier. C'est un tout petit pourcentage toucherait les femmes. Et quand ce sont des femmes, vous en doutez, à l'adolescence, il y a le vertige des menstruations. Aïe, aïe, aïe. Et Karine m'a raconté une anecdote que j'ai trouvée formidable. C'est qu'avant même d'être menstruée, elle avait toujours sur elle des tampons pour son nez. Parce que quand elle saignait du nez, c'était une champlure. Et donc, elle se mettait un tampon, elle dit j'avais l'air d'une vraie championne. Et j'ai mis cette image-là, l'air d'une championne avec un tampon dans le nez. Je vais parler de ça et je vais parler, même si là, on peut parler
Évidemment que tout à l'heure, tu te sentais mal de parler de l'autisme pour pas représenter tout. Moi, je ne suis même pas hémophile et je comprends le malaise qu'on se met. Mais moi, je dis toujours quand je fais les bonnes démarches et je vais me renseigner auprès de la bonne personne et que c'est fait avec beaucoup de belles intentions, puis surtout une grande écoute et une sincère curiosité, je me dis que je m'aide beaucoup à raconter ce que, mettons, Karine n'aurait peut-être pas eu les outils nécessairement pour faire ce livre-là. Je pense qu'elle m'a vraiment donné son aval et elle avait envie que je parle de cette réalité-là. Donc, j'ai les outils, j'ai une tribune, je vais en profiter pour élargir ma propre... Moi, j'ai une petite différence, mais j'aime de plus en plus aller chercher d'autres différences. Ça fait des années que j'ai le regard qui tombe sur des particularités dans une classe. Je vais vous donner un exemple. Dans une classe, il y avait un petit garçon qui cachait ses mains dans sa manche parce qu'il y avait du vitiligo. Moi, je pensais qu'il avait froid, mais il voulait juste cacher ses taches blanches. Puis, tu sais, je me rappelle quand j'ai voulu faire le livre, donc c'est Le pelleteur de nuages, mon éditrice m'avait dit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont vitiligo, ça va être très, très niché. Oui, mais en même temps, le sentiment d'être décalé, c'est universel. Donc, c'est un symbole, le vitiligo. C'est une image. Puis à la fin, le petit Elliot, dans l'histoire, assume complètement ses taches blanches, puis il les trouve belles. Il s'est senti valorisé dans sa différence. Puis j'ai l'impression que ce leitmotiv-là, ça revient tout le temps chez moi, l'envie de glorifier certaines différences, ou peut-être pas toujours glorifier, mais juste de braquer les projecteurs sur des choses qu'on remarque peut-être un peu moins, ou qu'on parle un peu moins. Bien, la mettre en lumière, puis justement l'offrir, parce que comme tu dis, un livre, c'est vraiment un objet de transmission du savoir. Donc, quand on lit un livre, puis ça parle d'un sujet X, bien, moi, je trouve que les livres, en plus, c'est que ça rend la différence accessible, puis ça rend la différence moins peurante, entre guillemets. Après ça, quand on la rencontre, quand on la côtoie, on se dit, ah, ben je l'ai lu dans le livre, ou j'ai lu sur l'autisme, ou j'ai lu sur le trouble du déficit d'attention, puis on apprivoise un petit peu plus ça. Je peux te donner un exemple? Ah oui, donc. Alors, tu sais, pour la démystification, on parle de ça, démystifier, de banaliser certaines différences, pour que quand on la voit, on fait, ah, je connais ça. C'est tellement un élan formidable, l'enfant qui fait, ah, je connais ça. Puis il y a une petite fille qui m'a dit, c'est sa mère qui m'a dit que sa fille a vu une autre fille dans le parc qui avait du vitiligo. Puis elle a dit, ah, maman, elle a du vitiligo, elle est tellement chanceuse. Elle était jalouse. Alors, j'ai fait, mais mon Dieu, mais ça, c'est la glorification. Ça, c'est rendu de la gloire. Est-ce que, selon vous, la différence, c'est un atout, un défi, une malédiction ou un super pouvoir? Vincent? Qu'est-ce que tu penses? Mais ça peut être toutes ces réponses, mais c'est rarement en même temps. C'est vrai. Il y a une progression. Là. Si je parle de ma propre condition, ça peut être très accaparant, très handicapant. Moi, ça m'a souvent engourdi la tête quand j'étais jeune, au point que rien ne pouvait y rentrer. Mais maintenant que je chevauche mieux cette condition-là, que j'ai appris à la gérer, c'est sûr que je sais qu'il y a des endroits où je ne vais pas aller, mais il y a des super endroits où je me tiens. Je sais qu'il y a des stimuli dans la création qui fonctionnent très, très bien pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, qui va bien étaler une tâche très longue. Tu sais, si on me dit « Hey, ton livre, si tu nous sors ça dans 2 ans, c'est bon, puis il n'y a pas de date, il n'y a rien. » Moi, je ne vais pas te faire un livre pour dans 2 ans. Ça prend une date, là. Mais probablement, ce qui va arriver, c'est que 2 ans vont passer et dans la dernière semaine, je vais devenir un espèce de surhomme en ce qu'on appelle en hyper-focus, où je peux travailler 12 heures en ligne sans manger puis sans faire pipi. Puis c'est un peu malsain vu de l'extérieur, mais ça le fait. Chacun sa méthode, voilà. Ça c'est sûr. Puis est-ce que pour toi, c'est une grande fierté? Tu sais, peut-être que dans ta vie, on t'a dit que tu étais un peu éparpillé, tu étais oui, distrait. J'ai tout entendu, oui. Puis quand tu as cet objet-là qui est si concis, qui est si clair, j'imagine que c'est un sentiment de fierté incroyable. Ben oui, c'est ça. Pour un enfant TDAH, là, souvent la grandeur d'une tâche à accomplir ou d'un projet, c'est complètement obnubilant parce que ça frôle l'abstraction, en fait. Puis moi, je trouve que la vraie fierté, pour moi, encore comme adulte maintenant, c'est de cocher des petites choses simples, là. J'ai appris à décortiquer des choses immenses en petites tâches anodines. Puis c'est bien meilleur pour mon estime de moi puis mon accomplissement
d'avoir l'impression d'avoir progressé à travers 12 petites étapes que de cocher un truc une fois par semaine auquel j'aurais peut-être même pas eu accès parce que je l'aurais pas compris dans son entièreté. Fait que, oui, le livre, je suis très fier de ça comme objet, puis c'est un peu la réponse à des profs qui me disaient quand j'étais petit, ben t'es un bon à rien, utilise ta cervelle, t'arriveras jamais à rien faire dans la vie. J'ai tout entendu, là. Ben maintenant, je me regarde et je me dis, ben c'est pas parfait, mais j'ai fait quelque chose dans la vie, puis j'ai appris à vraiment gérer ça à ma manière. C'est un bon condensé, là, tu sais, t'as canalisé tout ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'imagine qu'un prof qui peut-être te dit quelque chose tombe là-dessus. Peut-être que aussi ça fait réfléchir aussi, là. Bien, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, j'adresse ce livre-là. Il y a une dame qui m'a dit hier... J'espère qu'elle n'est pas assise ici. Bon, en tout cas, c'est pas grave, je vais vous le dire quand On la salue. On la salue. Puis qui me disait, ah oui, nous, dans notre pays, le TDAH, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas. Puis elle avait sa mère en visite chez elle. J'ai dit, je l'ai écrit pour votre mère, ce livre-là, justement, parce que je pense que de la manière authentique dont moi je l'explique à travers la bouche de l'enfant, on pourrait pas, en toute bonne conscience, dire après la lecture de ça, non, c'est dans ta tête, tu sais, bon, justement. Mais ça n'existe pas, prends sur toi. Non, je voulais l'aborder d'une façon... Gère-toi. Gère-toi, tu sais, c'est ça. Je voulais vraiment l'aborder d'une façon où on touche à l'émotion vraiment primale, là, vraiment la souffrance d'un enfant, là, c'est souvent quelque chose qu'un enfant vit à 100%, là, mais tu lui demandes de te l'expliquer. Ils ont de la misère, tu sais. Je veux dire, c'est pas facile même. Il y a beaucoup d'adultes qui ont de la misère à s'exprimer. Mais un enfant, on peut pas lui reprocher de ne pas vivre pleinement une émotion. Ça, c'est impossible. Non. Alors, si moi, je montre l'émotion de l'intérieur d'un enfant qui vit ça, ben c'est un accès à quelque chose qui existe. Et que tu as vécu et que tu vis encore. Oui, tout à fait. Pour toi, Mélissa, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est un atout, un défi, une malédiction ou un super pouvoir? On parle d'autisme. Écoute, ça dépend quand. Même réponse que toi. Même réponse que Vig. Mais avec des couleurs. Avec des couleurs, des wagons. Avec un ascendant au début d'avril. C'est une tranche de fromage. Quelques macaronis. Ouais. Quand c'est mon super pouvoir, c'est en ce moment. En ce moment, je suis ici, assise avec vous. Il y a des grosses lumières dans ma face, il y a du bruit, il y a du bon. C'est très stimulant sensoriellement pour toi, là. Oui, mais c'est correct parce que j'ai écrit un livre et c'était pour ça. Tu sais, j'ai réfléchi. Par contre, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que moi aussi, tu sais, j'espère qu'elle n'est pas ici, mais on la salue quand même, tu sais. Je me suis fait dire hier... C'est peut-être la même. C'est la madame qui a répondu au quiz tantôt. Je me suis fait dire hier, puis c'était un compliment, dans le sens que la dame avait aimé mon livre, puis elle disait, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que Fabienne ne s'apitoie pas. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit... La dame avait été gentille, là, tu sais. Mais qu'est-ce que ça aurait fait? Qu'elle s'apitoie. Qu'elle s'apitoie. Oui. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que... Comme n'importe qui, là. Comme n'importe qui. Puis là, je me suis dit, tu sais, ici, c'est rempli de livres de peines d'amour, d'histoires d'amour. On aime ça, la fille qui mange sa crème glacée, là, tu sais, puis que c'est de l'apitoiement, puis on l'adore, là, tu sais. Donc, Fabienne, oui, elle pourrait, peut-être dans le 3... s'apitoyer, puis ça serait correct. Tout le long du livre dédié à la madame. Du broyage, du début à la fin, pour vous. Commandité par Quaticook. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il y a ce côté-là aussi qu'on doit montrer, parce que là, je montre que, mon Dieu, que c'est le fun d'avoir un diagnostic, puis c'est positif, puis je me comprends et tout ça. Mais les défis sont tellement encore là. Les défis sont là à chaque jour, puis même que ça fait... un spotlight aussi. Ah, OK, c'est pour ça que... Puis quand je le savais pas, moi, je passais dans la vie, puis bon... Mais en sachant que je suis autiste, là, tu sais, je comprends plus de choses, puis des choses plates. Ouais. Et c'est important de le montrer, parce que ça va faire écho à des femmes. Pas juste écho pour le positif. Donc, cette ère de bonheur absolu, là...
La différence peut être heureuse, la différence peut être malheureuse. La différence, c'est pas si différent que ça, finalement. Donc tu vas commencer à écrire ton 3e livre. C'est en train. C'est en train. Oui. Avec un bucket de crème glacée. Oui. Puis des souvenirs malheureux. Bien, là, pas tant. Mais j'ai hâte de lire. J'ai hâte de lire Fabienne. Toi, Simon, comment tu la vois, la différence? Bien, je ne vais pas être original, mais je vais vraiment être dans la même zone que vous parce que je considère que ça a une amplitude. Ça va dans plein de directions. Puis oui, ça dépend du moment dans notre année, dans notre journée parfois. Moi, il y a une phrase qui a vraiment illuminé mon école de théâtre parce qu'à l'école de théâtre que j'ai fait, c'est un endroit qui peut être très anxiogène parce qu'on se fait toujours reprocher tout ce qu'on est, notre identité, évidemment. Il y a une phrase qui a illuminé parce que ça célébrait ma singularité et c'est la phrase de Jean Cocteau, ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. Cette phrase-là, je la trouve tellement rassurante parce que pour tout ce que ça inclut de beau et de négatif aussi, notre singularité. Moi, on me disait beaucoup que j'avais une voix nasillarde, des trucs comme ça. Puis finalement, j'ai fait de la radio. C'est moi dans la classe qui ai fait de la radio. Je trouve que c'est un beau pied de nez à tous les profs qui me disaient « Mon Dieu, tu n'as pas une belle voix placée, toi. » Ben, peut-être, mais on me reconnaît quand je parle. Et donc, je pense que j'en ai fait une force. Puis évidemment que ça se fait pas facilement, puis que c'est pas constant, puis des fois, mon Dieu, que dans toutes nos différences, on est parfois dans une grande lourdeur. Tu sais, des fois, ça nous tire vers le bas. Mais souvent aussi, je pense que cette singularité-là peut nous aussi... J'aime le côté super-héros que tu mentionnes parce que, justement, dans Papier Bulle, j'avais envie qu'à la fin, elle soit un super-héros, qu'elle enfile son kimono, puis qu'elle soit en lévitation au-dessus des truands dans sa classe. J'avais envie qu'elle soit féroce complètement, pour l'image, en lévitation. Ben voilà, je pense que ça va dans toutes les directions. Au même titre que tout le monde, en fait, je réalise qu'à quel point que la différence, au fond, c'est universel. Parce qu'on, même quand on appartient de l'extérieur à la masse, souvent au sein du clan, on se sent parfois décalé. Donc, c'est un sentiment qui est tellement partagé. C'est peut-être ce qui nous unit le plus, c'est notre immense différence collective, je pense. Et toutes nos unicités mises ensemble, ben, ça fait que... Bon. Alors, dans vos ouvrages respectifs, le fait de dire « voici ce que je suis comme ça, je sais que je suis comme ça », je sens vraiment que c'est important, l'identité, de savoir maintenant ce qu'on est. Maintenant, on habite cette condition-là, cette façon d'être-là. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon temps en ce moment pour être différent? Est-ce que la différence est mieux acceptée? Est-ce que ça vous a poussé, vous, à écrire quelque chose pour que la différence soit encore plus acceptée? Est-ce que c'est un bon moment pour être différent en ce moment? Mais je pense qu'on en parle énormément. En tout cas, c'est une super bonne chose. Il y a vraiment une ouverture qui est en train de se faire. Une normalisation, presque. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Puis je pense aussi ce qui est bien aussi de voir des vrais gens avec des différences qui en parlent, c'est que souvent, quand on parle d'une différence, on oublie qu'il y a des humains en arrière de ça avec leur strate de personnalité et qu'on n'est pas juste un Asperger ou un TDAH, on est Mélissa, on est Vincent. On est toi aussi, Simon. Mais c'est ça, puis plus les gens sortent et parlent de ces choses-là, plus ça vient démocratiser, puis ça vient comme dire, ben OK, oui, ben tous ensemble dans la différence, justement, parce qu'on est tous des personnes uniques. Puis on a nos personnalités, puis nos goûts à travers ça et tout. Puis on a appris à différents niveaux à vivre avec notre différence, à en faire quelque chose ou pas. Il y a vraiment, à travers chaque différence, tout un arc-en-ciel de différence aussi. T'sais? Fait que puis je trouve que oui, en ce moment, on en parle en tout cas. Ça peut pas être mauvais. C'est vraiment... J'ai l'impression que même à la télévision, notamment, c'est quand même une façon de rentrer rapidement dans les foyers. Je trouve que dans la télévision, on en voit de plus en plus. Puis je trouve que les gens
les téléspectateurs l'acceptent de plus en plus et aiment ça de plus en plus. Moi, j'ai pas une immense différence, mais je sais que je cadre pas vraiment avec les gens télévisuels. Puis on me l'a beaucoup reproché la première année quand j'ai commencé à faire beaucoup de télé. Puis j'avais des commentaires assez disgracieux sur des fois mon physique, ma voix, plein de choses mon énergie qui était peut-être un peu trop effervescente pour eux. Puis c'est fou à quel point que j'ai senti un point de bascule. Depuis 2-3 ans, je sens des bouffées d'amour pour ça fait partie du spectre de ce qu'on peut voir à la télé. J'ai l'impression que des grandeurs, des grosseurs, la diversité de plus en plus et les différences sont de plus en plus applaudies, puis un réel intérêt de la part du public, des lecteurs aussi. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est à une belle époque. On est dans un moment de transition. En tout cas, moi, peut-être que je suis un peu trop optimiste, là, mais je sens que, mettons, j'ai fait une série qui s'appelle 6 degrés, que tu connais bien, sur un personnage malvoyant. Puis c'est sûr que le déficit visuel ne touche pas tant de gens, mais c'est mon héros. Souvent, la personne malvoyante va être un personnage vraiment secondaire ou le malentendant. Puis là, moi, c'est mon héros. C'est lui puis il vit plein de choses, puis ça dépasse complètement sa condition. Mais il se trouve qu'il est malvoyant. Puis c'est fou à quel point que les gens se sont reconnus dans ce que je recevais. C'est nous, Léon, c'est moi, puis j'ai pas de déficit visuel, mais je me sens comme lui. Mais je suis un humain comme Léon, voilà, c'est ça? Je pense que ça participe à une grande démocratisation présentement. Je pense que on a besoin d'être représenté avec un gros S à la fin. Représenter ES, c'est-à-dire que tout le monde est inclus de plus en plus. Tout à fait. Parce que moi, je me rappelle quand mon fils Léo a reçu son diagnostic d'autisme, il y avait 13 ans. Et on le savait qu'il était autiste. Bon, son frère est autiste, mais ça a été long parce que comme il est verbal, comme il n'y a pas de caractéristiques, comme il ne fait pas du flapping, puis comme il est très, très intelligent, il arrivait à contourner les trucs du diagnostic. Et là, à 13 ans, bon, le diagnostic est tombé. Puis je me rappelle, on faisait une entrevue à Radio-Canada. Un journaliste lui demande « Alors, Léo, comment on se sent quand on reçoit un diagnostic à l'âge de 13 ans? » Là, Léo, il prend le micro, il dit vraiment de façon solennelle, je peux enfin être moi-même. Wow. Et ça, là, puis j'ai lu quelque chose qui ressemble à ça dans ton livre. Oui. Et je pense que c'est ça le pouvoir de quand on diffuse la différence, quand on parle de la différence, toutes les différences sont mêlées, bien, je pense que les gens sont moins eux-mêmes réfractaires ou gênés à faire partie du mouvement de la différence. Ben, en fait, pour ta question, est-ce qu'on est dans un bon temps? Je pense qu'il n'y a pas de bon temps. Je pense que c'est juste que c'était pas parlé. Là, 20, 30 ans. C'est ça. Je pense qu'on est peut-être plus... Je sais pas, est-ce qu'on est courageux? Est-ce qu'on est... Tu sais, je pense qu'on... On nomme plus qu'avant, je pense. Oui, on nomme et les gens reçoivent. Tu sais, il faut leur faire confiance, là. Et ils sont très ouverts, puis moi, je dis let's go. Ouais. Parlons-en. Mais parlons-en. Moi, il n'y a pas de tabou. Puis ton fils, il n'y a pas de tabou. Bon, on va dire ça. Chez nous, on est une maison sans filtre. Puis je parle pas de filtre à café, là. C'est sans filtre en général. Petite anecdote. Oui. Une fois, je sortais de la douche. J'étais nue, évidemment, puis mon fils Léo entre dans la salle de bain, il a genre 9 ans, puis il fait « Oh mon Dieu, t'es encore plus grosse de même! » Il ferme la porte, et voilà! Bam! Dans tes dents. Mais en même temps, c'est jamais méchant. Non. Puis ce que je trouve que nos livres font, en parlant de ça, ou quand on fait rire les gens, ou quand on touche les gens, quand on fait réfléchir les gens, quand on sensibilise, on éduque les gens, bien, ça fait en sorte que la différence est mieux reçue après. Alors là, vos œuvres existent, elles sont là. Un livre, c'est bien réel. C'est un objet, ça reste aussi dans le temps, ça se prête. Moi, ce que j'aime du livre, c'est que ça voyage, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs gardent de votre livre? Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur comprenne de votre livre, Vincent? Bien, moi, j'ai une image de... on parle souvent quand on parle d'apprentissage en tant que tel, on parle souvent d'une image d'une autoroute. Ça, c'est la normalité, c'est être neurotypique, on est sur l'autoroute. Puis j'aime bien donner l'image aux enfants qu'ils ont le droit de marcher sur leur petit chemin de terre de campagne un peu sinueux, que des fois, il faut tasser un buisson, puis enjamber une rivière. Puis... Et à la vitesse qu'ils veulent. Et à la vitesse qu'ils veulent. Et arrêter de regarder l'autoroute, tu sais.
tu peux t'en éloigner. Comme si c'était le seul chemin. C'est ton chemin, puis prends le temps de regarder en arrière, des fois, tout ce que tu as parcouru sur ton petit chemin, puis sois fier de ça, parce que c'est ton chemin à toi, puis il appartient à personne d'autre, tu sais, puis tu vas apprendre à ta vitesse, avec les gens que tu choisiras bien, à la manière que tu voudras, mais tu vas apprendre. On apprend toute notre vie, puis c'est magnifique. Donc, c'est ça que je voudrais leur laisser. Tu as le droit d'avoir ton petit chemin de terre. Toi, Vincent, est-ce que tu aurais aimé lire ton livre quand tu étais petit? Je l'ai fait pour ça en partie, oui. J'aurais aimé ça, lire ce livre-là. J'aurais aimé ça qu'on mette des mots, justement, sur des choses quand j'étais petit. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, puis ça existe depuis longtemps, cette condition-là. Même beaucoup plus longtemps que je l'aurais imaginé, là. Mais moi, quand j'étais petit, dans les pays où je vivais, dans les années 70-80, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. En fait, j'ai jamais mis le doigt là-dessus avant l'âge de 34 ans. Puis c'est correct de même. T'sais, on parlait d'apitoiement. Là. Moi, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Ça a été long avant que je sois un adulte qui fonctionne dans la société, là. Mais maintenant, je fonctionne, puis je fonctionne pas à peu près. Fait que, tu sais, je me dis, bien, tout le temps que ça aura pris pour faire ce cheminement-là, la seule chose que moi, je peux faire, c'est rassembler tout ça, puis l'offrir aux gens pour que ça les aide dans leur petit chemin de terre, puis chacun son chemin. Oui, exactement. Dans un très, très, très beau livre. Merci. Mélissa, toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens... comprennent, apprennent, soient sensibilisés? Oui, j'aimerais ça que Fabienne continue à ouvrir des portes pour les femmes autistes, les petites filles. J'ai une fille de 18 ans, ma première lectrice, donc elle l'avait lu, elle avait 16-17 ans. Ta fille a 18 ans? Oui. Wow! Moi aussi, j'ai eu un une petit... petite fille de 8 ans, puis c'est sa fête aujourd'hui. bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Donc oui, j'aimerais ça que ça continue parce que oui, il y a encore beaucoup de préjugés, puis c'est pas négatif quand je dis préjugés, tu sais, c'est jamais négatif. Je pense il y en a, oui, mais les gens ne savent pas que les femmes peuvent passer à travers une vie, être des entrepreneurs, des mères de famille et qui soient autistes. Donc, oui, j'aimerais ça que Fabienne soit un peu la... Moi, je suis mal à l'aise d'être comme une porte-parole, mais Fabienne, ça ne me dérangerait pas. Fabienne, super-héros de l'autisme féminin. Oui, parce que c'est pas assez parlé, parce que je le disais tantôt à Guylaine, tu sais, j'ai vu un médecin, pas celui qui m'a diagnostiqué, mais un médecin généraliste qui m'a dit « N'accepte pas ce diagnostic-là parce que tu me regardes puis tu parles. » Ah, mon Dieu. Mais mon Dieu, l'éducation même pour les médecins. Oui, c'est ça. On part de loin. Pour tout le monde. Oui. Parce qu'il y a tellement eu ça a été tellement campé, les diagnostics, évidemment. Puis il y a beaucoup, moi, je vois beaucoup de regroupements de femmes autistes qui se parlent entre elles. Hein? C'est ça qui est merveilleux de parler de la différence, c'est que ça devient des mouvements. Beaucoup. Exactement. Ouais. Toi, Simon, de tes œuvres, rapidement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Moi, je dirais, j'ai juste envie d'inspirer une espèce de démarche d'empathie. Pour moi, c'est toujours faire un pas vers l'autre, puis essayer juste d'élargir un peu nos horizons le plus possible, puis essayer de concevoir, OK, moi, je n'ai pas, mettons, cette tare-là, je n'ai pas cette condition-là, je n'ai pas... Tu sais, on peut parfois se comparer aux autres, mais quand même faire l'effort de se projeter dans la peau de l'autre pour essayer de concevoir ça pourrait être quoi son quotidien, puis juste avoir une espèce de vigilance, une délicatesse humaine par rapport. Exactement. L'empathie, là, pour moi, c'est... La conscience de l'autre, se mettre dans les chaussures. Je vous remercie infiniment. Je veux vraiment nommer chacune de vos œuvres parce qu'elles sont fabuleuses. Simon Bouleris, illustration de Eve Patnaud, c'est Papier Bulle chez Quai numéro 5. Belle comme le fleuve de Mélissa Perron, c'est chez Urtubise. Et Ma maison tête de Vig, c'est chez Fonfon. Merci infiniment, Simon, Mélissa et Vincent. Et on va finir ça avec un « Vive la différence ». Tout le monde ensemble! Vive la différence! Affichez vos couleurs. Ah oui, ça c'est... Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup.